Jean et Louis sont frères jumeaux. Ils sont nés en 1921. Leur famille vient de la région de Vevey, mais ils n'y habitent plus. Jean s'est installé à Bienne, où il a ouvert une blanchisserie avec sa femme, Paulette. Louis habite à Valorbe, et avec son épouse, Luciette, il cherche à reprendre une boucherie chevaline à Yverdon. Les deux frères sont jumeaux, mais ils ne se ressemblent pas vraiment. Il y a bien un air de famille, les mêmes cheveux foncés coiffés sur le côté, les mêmes yeux surmontés de sourcils écartés, les mêmes lèvres fines. Mais Louis est massif et posé, tandis que Jean est mince et nerveux. Cela dit, ils partagent de nombreux points communs. Les deux hommes ont tous les deux eu une enfance difficile, avec un père à la réputation d'alcoolique, de psychopathe même. Un père qui a abandonné sa famille, entraînant le placement de ses 4 enfants à droite et à gauche. Les deux jumeaux, frères aînés, ont séjourné dans un institut. Une jeunesse chaotique, aux accents juridiques. Une jeunesse faite aussi de séjours dans des écoles de redressement, dans des maisons de correction, qu'on appelle aujourd'hui foyers d'éducation surveillée ou centres éducatifs. En 1954, la trentaine bien entamée, Jean et Louis ont donc un autre point commun. Ils ont déjà des casiers judiciaires bien remplis. Louis a été condamné pour vol, attentat à la pudeur et violence contre fonctionnaires. Jean, lui, cumule des condamnations pour vol, chantage, proxénétisme, escroquerie, faux et débauche contre nature. Parce que oui, même si Jean est marié à Paulette, son truc, c'est les garçons. Alors certes, l'homosexualité a été légalisée en Suisse en 1942 avec l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, mais le texte punit tout de même quelques cas de figure. Par exemple, les actes sexuels entre personnes du même sexe qui impliquent un mineur de plus de 16 ans et jusqu'à sa majorité. Ils peuvent être punis d'une peine allant jusqu'à 3 ans de prison. Une disposition restée en vigueur jusqu'à la révision suivante du texte, en 1992. Les deux frères partagent aussi des situations financières compliquées, pour ne pas dire difficiles. À Bienne, Jean s'adonne au jeu d'argent, davantage qu'à la lessive dans sa blanchisserie. Il préfère vivre sans travailler et continuer de coucher avec Eric, son employé. Mais pour cette vie-là, pour être tranquille, il faut de l'argent. Alors Jean organise avec sa femme Paulette l'incendie criminel de leur laverie. Et ça marche. L'assurance leur verse une somme de 7 640 francs pour rembourser les dommages causés par le feu. C'est pas mal, à une époque où un paquet de cigarettes ne coûte que 95 centimes. Seulement voilà, l'argent leur brûle les mains. Il disparaît en un clin d'œil, après quelques visites au casino d'Évian, notamment. Jean doit trouver de l'argent. Depuis Valorbe, l'autre jumeau, Louis, lorgne sur Yverdon. Yverdon, où il a repéré une boucherie chevaline à reprendre. Il arrive à obtenir un prêt de 18 000 francs à la banque pour s'installer, mais ce n'est pas assez. Il lui faut au moins le double. Alors, avec Jean et Paulette, Louis organise un cambriolage à Lausanne. On ne connaît pas le montant du butin, mais là aussi, le magot fond comme neige au soleil. Louis doit trouver de l'argent. Mais comment trouver de l'argent ? Une idée germe petit à petit dans l'esprit des deux frères. Ils vont se débarrasser de leurs épouses respectives. Tuer les deux femmes en camouflant les meurtres en accident. Comme ça, ils toucheront les coquettes sommes des assurances-vie. Parce que oui, il se trouve que les deux couples viennent de s'assurer pour la vie. Une offre de prévoyance qui a le vent en poupe dans la deuxième moitié du XXe siècle en Suisse. En témoigne cette émission, diffusée au début des années 60 sur la RTS. L'objet du débat de ce soir, ou plutôt de l'entretien de ce soir, mesdames, messieurs, ce sont les assurances-vie. Je crois que c'est déjà un secteur très vaste en lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut assurer par une police d'assurance-vie, au fond ? Eh bien, on peut assurer, disons, sa vie, n'est-ce pas, en cas de décès. On peut assurer un certain capital pour ses vieux jours.
Et maintenant, l'assurance, comme toute chose, a évolué. Et ce qu'on peut assurer également, c'est l'incapacité de gain. J'aimerais savoir, monsieur Stettler, qui s'assure? Tout le monde s'assure. Toutes les classes, tous les âges. Tout, dans tous les milieux. Et quelle est, disons, la police type, en moyenne, le capital qu'on assure le plus fréquemment? Oh, la moyenne, n'est-ce pas, c'est 10 000 francs. Sur combien d'années? On peut dire entre 20 et 30 ans de durée. La grande majorité des polices, évidemment, il y a des assurés qui concluent des polices pour 35 ans, 40 ans. Par exemple, un monsieur qui a 20 ans, il se dit, tiens, je vais toucher mon capital à 60 ans, ça me convient très bien. Puis d'autre part, il y a des personnes qui se disent, moi, je veux toucher mon argent le plus rapidement possible. Et ils font des assurances de 10 ans de durée, mais ça, c'est au désir de... on peut un peu faire ça sur mesure, disons. Oui, là aussi, c'est très élastique. On peut vraiment se faire une petite police... tout à fait à la mesure selon ses besoins et son désir. Ses désirs et ses humeurs. Bon. Vous avez entendu? À l'époque, le capital assuré est de 10 000 francs en moyenne en Suisse. C'est ce que dit l'expert. Or, Paulette, la femme de Jean, est assurée à elle seule pour 70 000 francs. C'est énorme et c'est surtout trop tentant quand on a besoin d'argent et pas peur de violer la loi. Pour Luciette, on ne sait pas. Les articles d'époque se contentent de parler d'une somme également conséquente. Les jumeaux échafaudent plusieurs idées pour tuer leur femme et ainsi toucher leur pactole. Ils songent à simuler une noyade, une promenade en barque, durant laquelle se produirait un naufrage, par exemple. Ils repèrent un canal, mais finissent par abandonner l'idée. Oh, et un accident de voiture, ça ferait l'affaire, non? Une sortie de route à proximité de la Venoge. Mais il y a un problème. Aucun des deux hommes n'a encore réussi le permis de conduire. Alors pourquoi pas un accident de vélo? Voilà un scénario qui plaît aux jumeaux. Allons-y pour l'accident de vélo. En balade au nord de Puyi, dans la banlieue de Lausanne, Louis profite d'une descente sur un chemin chaotique pour frapper brutalement sa femme Luciette. Celle-ci tombe bien de sa bicyclette, comme prévu, mais elle se relève immédiatement, avec juste quelques égratignures. Raté. Non seulement Luciette n'est pas morte, et de loin, mais en plus, elle n'est même pas effrayée par l'accès de violence de son mari. Un accès de violence qu'elle met tout simplement sur le compte de ce qu'elle a fait quelques jours plus tôt, quand elle a elle-même corrigé la maîtresse de Louis, cette fille qui avait le toupet de coucher avec son mari. Sans doute son homme l'a-t-il frappée en guise de vengeance, se dit-elle. Pas de quoi en faire tout un plat. Toujours décidés à commettre leur forfait, les deux frères jumeaux se décident alors pour quelque chose de plus radical qu'une chute à vélo ou qu'une hypothétique noyade, quelque chose de plus efficace. Ce sera un accident de montagne. C'est décidé. Ils tueront en Valais, dans le massif du Grammont, ce sommet en forme de pyramide à 3 faces qui se trouve dans le Chablais. Les deux frères ne savent pas encore laquelle des deux femmes y passera ce jour-là. Peut-être arriveront-ils à les tuer toutes les deux en même temps? Ils verront bien sur le moment et se décideront en fonction des circonstances. Ce qu'ils savent en revanche, c'est que l'endroit est idéal pour mettre leur plan à exécution. Les sentiers pédestres ne sont pas trop difficiles, mais il y a tout de même dans le coin un à-pic vertigineux. Il se termine en pierrier, 200 mètres plus bas. Cette paroi rocheuse se trouve à l'Alamont, à 1900 mètres d'altitude,
le long d'une des 3 arêtes du Grammont, celle qui part depuis le sommet dans la direction est-sud-est et qui passe plus loin par le Fratsi, le plateau des Cornes et la Suche. En plus, il y a dans la région le magnifique lac de Tannay, juste au-dessus de Vouvry. En voilà un superbe objectif de balade estivale. Marcher à l'aube dans cette nature préservée, voir le soleil se lever sur les sommets. Ça va être tellement beau à la veille de l'été. Un rayon de soleil, et Tannay devient le paradis des randonneurs et des 2 aubergistes du lac. Tannay est relativement accessible, c'est de la moyenne montagne, c'est une petite heure de montée à pied et c'est un petit coin paradisiaque. Donc je comprends les gens qui veuillent venir. Une petite heure de marche, mais sportive. Le dénivelé est de plus de 400 mètres entre le parking et le lac. C'est une route de montagne, tout à fait. Ouais. Mais il y en a qui n'ont pas peur et qui montent avec n'importe quoi, malheureusement. Nous sommes sur le parcours des cols alpins, donc, qui se termine à Saint-Gingolph. D'ici, on peut aller sur France par les Cornettes de Bise. Puis il y a le Grammont, bien entendu, les Jumelles aussi. Il y a de quoi faire pour tous les niveaux de randonneurs. Le 19 juin 1954, Jean, sa femme Paulette et son amant Éric quittent Bienne avec la fourgonnette VV de la blanchisserie. C'est Éric qui conduit. Direction Valorbe, où le trio passe prendre Louis et Luciette. En route vers le Chablais valaisan. Ils passent par Lausanne, Villeneuve, Vouvry, direction le lac de Tannay. Une sacrée trotte pour l'époque, un trajet de quelques 200 km, sans aucune autoroute, puisque le premier tronçon du pays ne sera inauguré que l'année suivante, en 1955, du côté de Lucerne. La vieille fourgonnette VV péclote. Elle a bien du mal à tenir le coup, le long de ces chemins de montagne qui mettent les véhicules à rude épreuve. Une montée exigeante à faire de préférence en 4x4, ou en tout cas dans un véhicule adapté, comme en témoigne ce reportage de la RTS, diffusé en 1993. Nous allons rappeler peut-être que pour monter au lac Tannay, lac de Tannay, en été, il faut une 4x4. On ne peut pas monter en voiture Non, c'est tout à fait indispensable. Donc les affaires sont très précises de ce côté-là. Les véhicules 4x4 sont tout à fait admis jusqu'au col de Tannay. À partir de là, eh bien, le trajet se fait à pied. Ce n'est donc que vers 3-4 heures du matin que Jean, Paulette, Éric, Louis et Luciette arrivent tant bien que mal au col de Tannay, juste à côté du lac. Et pas question de faire une pause, pas question de faire une sieste. Il faut partir tout de suite, dit Jean. En ce 20 juin 1954, le soleil se lève à 4h40. Le spectacle de la lumière qui perce petit à petit l'obscurité de la montagne sera fantastique, féerique, magique, inoubliable. Le quintet se met en marche. Direction les Jumelles, 2 autres sommets du massif situés au nord-ouest du lac. La grande jumelle culmine à 2215 mètres et la petite jumelle à 2185 mètres d'altitude. Puis les randonneurs bifurquent vers l'Alamont, vers une magnifique vue sur le Léman, vers la mort. En chemin, les groupes se font et se défont. Tantôt, les 3 hommes marchent ensemble et échangent de sinistres plaisanteries. « Je veux bien les foutre en bas, moi. Toi, tu n'auras pas le courage, dit l'un. « Ce sera fini pour l'apéritif, répond l'autre en riant. Tantôt, les couples se reforment. Jean et Paulette sont devant, Louis et Luciette ferment la marche. Éric, qui a donc été mis dans la confidence, navigue entre les deux. Jean et Paulette atteignent le lieu fatidique. Ici, la crête surplombe la vallée, en haut d'une paroi qui tombe à pic, sur un pierrier. Ici, Paulette cueille quelques fleurs. Rien de dangereux malgré ses souliers de ville, avec semelles en caoutchouc. La pente est encore douce. Ce n'est que plus loin, là, que le pâturage s'incline davantage, en direction des Évouettes. Ensuite, le terrain s'incurve brusquement pour former une sorte de talus de quelques mètres. Un talus qui débouche sur le vide.
Louis rejoint les époux sur le pâturage, tandis qu'Éric et Duciette se sont assis plus bas, plus loin, dans un creux. De là où ils sont, ils ne peuvent pas voir le mortel alpage, et ni le jeune homme, ni la femme de Louis ne verront le crime de leurs yeux. Jean désigne d'autres fleurs à sa femme. Il aimerait bien les cueillir, mais comme il a le vertige, il ne peut pas s'en approcher. Peut-elle s'en charger pour faire plaisir à son mari ? La scène suivante a été reconstituée par le procureur en charge de l'affaire, sur la base d'une multitude d'interrogatoires avec les deux frères jumeaux. Paulette s'approche des fleurs. Elle s'avance encore un peu dans la pente. Quand elle commence à se baisser, Jean fait signe à son frère. Louis saisit alors la jeune femme par derrière, sous les aisselles, et la pousse en avant de toutes ses forces. Paulette tombe. Elle s'étale de tout son long et glisse un peu à plat ventre sur l'herbe, mais pas assez pour basculer dans la paroi. Sa chute est freinée à temps. La glissade s'arrête. Seules ses deux mains pendent dans le vide. Elle est saine et sauve, pour le moment. Jean lui crie de ne pas bouger. Il va la secourir, promis. Elle crie à son tour. « Jean, ne viens pas là !» A-t-elle compris ou veut-elle épargner le danger à son mari ? Il lui dit qu'il arrive, qu'il vient l'aider. Il s'allonge à ses côtés, dans l'herbe. Il lui prend la main et l'aide à se relever avec lui. Une fois debout, le couple se fait face dans la pente, au bord du précipice. La femme regarde son mari. Elle se blottit dans ses bras, pose sa tête contre sa poitrine. Son cœur bat à tout rompre. Jean regarde Paulette. Et soudain, il s'écrie « Non, j'ai trop souffert avec toi !» De toutes ses forces, il pousse la jeune femme dans le vide. Le corps de Paulette tombe, d'abord dans une chute libre de 70 mètres, sans interruption. Puis le corps rebondit dans les rochers, sur environ encore 150 mètres, avant de finir sa course dans le pierrier, au milieu des cailloux, en contrebas. C'est fini. Elle est morte. Les 4 survivants redescendent immédiatement au bord du lac de Tannay pour donner l'alerte, pour dire que la femme de l'un d'eux est tombée accidentellement d'une paroi de rocher. Jean raconte « Ma femme voulait cueillir des rhododendrons sur le talus, avec ses chaussures de ville aux semelles en caoutchouc. L'herbe était mouillée et elle a glissé. Elle a crié « Au secours !» Puis elle a disparu dans le vide, mais pas complètement. Dans un dernier effort, elle a réussi à se cramponner aux dernières herbes de la pente. Je voyais encore ses cheveux, ses yeux. Alors je me suis allongé pour lui tendre mon pied pour qu'elle le saisisse et que je la sorte de là. Mais elle m'a crié de ne pas venir, que c'était trop dangereux. Et puis après, elle a lâché prise. Une colonne de secours est immédiatement organisée. Elle est composée de messieurs Maillor, gendarmes de la Porte du C, juste à côté de Vouvry, Berly et Delavie, hôtelier à Tannay. Il y a aussi monsieur Parchet, maître ramoneur, et monsieur Gillot, maçon. Mario, un jeune berger italien, se joint encore aux secouristes. Les 6 hommes marchent durant 4 heures, sous un soleil de plomb, jusqu'à l'emplacement du corps déchiqueté de Paulette, plus de 200 mètres en dessous du talus fatal. Le corps est ramené à Tannay, sur une civière de fortune. Puis on l'emmène à Vouvry, où un médecin de Montaix vient constater le décès.
Jean, Éric, Louis et Luciette retournent à leurs petites affaires et le meurtre est présenté dans les médias comme un tragique, mais somme toute banal, accident de montagne. Ainsi, on lit dans le journal du Jura du 23 juin 1954 que celle qui exploitait avec son mari une blanchisserie à Bienne est morte après une glissade, alors qu'elle voulait cueillir des rhododendrons sur l'herbe humide. C'est donc la version du mari qui est retenue. Mais à Montaix, le juge d'instruction Pierre Delaloy a de la peine à y croire. C'est qu'il connaît bien cette région, sa région. Il connaît bien la montagne, le Grammont, l'Alamont. Il sait que ces randonnées ne sont pas très difficiles, ni très dangereuses. Il sait qu'il faut vraiment le vouloir pour décrocher de là en haut. Et puis, pourquoi la jeune femme se serait-elle tant approchée du vide au point de glisser ? Aurait-elle vraiment risqué sa vie pour quelques rhododendrons ? Le témoignage d'un habitué des lieux qui ne comprend pas non plus comment un accident a pu survenir sur ce talus confirme l'intuition du magistrat qui commence à enquêter. Le juge se rend d'abord auprès de la police de Lausanne pour obtenir le plus de renseignements possible sur les membres de la mortelle expédition à l'Alamont. Il découvre les casiers judiciaires plutôt étoffés des deux frères jumeaux, Jean et Louis. Il découvre la coquette assurance vie, 70 000 francs de capital pour le mari de Paulette en cas de décès accidentel. Et puis, il y a les fameux rhododendrons, des fleurs typiques de la lande alpine. Jean affirme que Paulette en cueillait de ces roses des Alpes quand elle a glissé. Seulement voilà, les rhododendrons n'étaient pas encore en fleurs dans la région au moment de la macabre expédition. Oui, qu'est-ce que c'est que la lande alpine ? Eh bien, si vous situez cette belle fleur qu'est le rhododendron, vous pourrez vous transporter plus facilement dans la lande alpine. Le rhododendron est une plante caractéristique de cette formation végétale qui est formée de petits arbustes, arbrisseaux, qui poussent vraiment au-dessus de la limite supérieure des forêts. On y rencontre aussi des érelles, on y rencontre des raisins d'ours, on y rencontre des genévriers, toutes sortes de petits arbrisseaux. Souvent, cette lande est assez hétérogène. Il y a des endroits où il y a plus de fleurs, il y a un peu de prairies, un peu de pelouse, quelques arbres un peu plus élevés. Et c'est un environnement extrêmement précieux et c'est ce qu'on appelle un écotone, c'est-à-dire une zone de transition entre deux milieux naturels. Et donc, elle est enrichie par des animaux et des plantes de l'un et de l'autre des milieux naturels, comme un rivage, comme une haie, par exemple. On est entre la forêt et les pelouses alpines. Et donc, cet environnement est très précieux. Il se développe chez nous, dans les Alpes, suivant les orientations, à peu près entre 1500 et 2300 mètres d'altitude. Les rhododendrons, les casiers judiciaires, les assurances-vie, les mœurs dissolues, en tout cas selon les critères de l'époque, les incohérences du récit, tout cela est assez solide aux yeux du juge d'instruction pour passer à l'action. Il ordonne l'arrestation de Jean, de Louis, d'Éric et de Luciette. Tous les 4 sont placés en détention préventive dans des cellules séparées à Saint-Maurice, Montaix et Martigny pour éviter tout risque de collusion. Dans la population, le drame de l'Alamont devient le crime de l'Alamont. Mais il en faut bien davantage pour impressionner les 2 frères jumeaux. Pensez donc, ce n'est de loin pas la première fois qu'ils font face à la justice. La presse de l'époque explique qu'ils jouent la comédie du désespoir, tout en s'échangeant des billets pour semer la confusion auprès des enquêteurs. L'enquête se poursuit en Valais, à Bienne, à Lausanne, et les soupçons sont petit à petit levés à propos de Luciette, de Louis et d'Éric, qui sont libérés tous les 3. Ils sont relaxés parce qu'ils disent n'avoir rien vu. Éric et Luciette étaient à 200 mètres de là, et Louis assure qu'il marchait en regardant par terre, devant lui, attentif pour ne pas tomber. Seul Jean reste en préventive, où il continue de subir des interrogatoires serrés. Parce que les enquêteurs n'ont aucune preuve tangible. Ils ont leur intime conviction, certes, mais ce n'est pas suffisant. Il leur faut des aveux. À Montaix, le juge d'instruction tient bon pendant tout l'été. Il maintient Jean en captivité. Pendant des semaines entières, le suspect nie en bloc. Il s'entête dans ses mensonges malgré les points faibles de son récit. Il menace même d'engager des procès tant il s'estime maltraité.
Cette arrestation, cette incarcération lui porte un immense préjudice. C'est même une atteinte à son honneur, dit-il. Mais une reconstitution des faits va tout changer. Elle est organisée sur le talus fatal, au sommet de l'Alamon, à 1900 mètres d'altitude, le long de l'arête est-sud-est qui passe plus loin par le Frazzi, le plateau des Cornes et la Suche. Le 9 septembre 1954, Jean est donc de retour sur le talus de l'Alamon. Le journal Le Nouvelliste, il s'appelait encore Nouvelliste valaisan à l'époque, raconte que se retrouver sur place est pour le meurtrier présumé un véritable choc psychologique. Son visage se décompose alors qu'il foule à nouveau l'herbe du pâturage pour la première fois depuis 2 mois et demi. Les autorités confrontent les déclarations déjà recueillies à la réalité des lieux. Leur constat est implacable. Il est impossible, vu la configuration de l'endroit, que le drame se soit noué tel qu'il a été décrit durant les interrogatoires. Jean vacille. Il rectifie sans cesse ses déclarations, corrige sans cesse ses versions, abandonne l'argument de l'accident et concède finalement le meurtre dont il accuse son frère. À la fin, il raconte que sa version de l'accident a été préparée avec Louis, juste après la chute de la victime dans le précipice et avant même le premier interrogatoire par le gendarme de la Porte du C. De nouveaux mandats d'arrêt sont lancés sans attendre contre les 3 autres membres de l'expédition. C'est retour à la case prison pour Louis, Éric et Luciette. Les nouveaux interrogatoires permettent aux enquêteurs d'établir 3 versions possibles des faits. Version 1. Après avoir été poussée par Louis, Paulette aurait glissé lentement le long de la pente herbeuse, sans pouvoir se retenir. Elle aurait disparu dans le vide, les pieds en avant. Version 2. C'est celle qui sera finalement retenue par le procureur. Louis a poussé Paulette, puis Jean l'a aidé à se relever avant de s'écrier « Non, tu m'as trop fait souffrir » et de la projeter dans le précipice. Version 3. Louis a poussé Paulette qui a réussi à s'accrocher in extremis, les pieds dans le vide. Jean se serait allongé sur la pente et alors que Louis le retenait, il aurait tendu les jambes à sa femme pour qu'elle s'y agrippe sans succès. Avec un doute dans ce cas, Paulette a-t-elle vraiment fait un faux mouvement qui a provoqué sa chute ou son mari l'a-t-il en réalité poussé dans le vide, à coups de pied ? Une chose est toutefois sûre aux yeux des enquêteurs à ce moment-là, Luciette, la femme de Louis, n'a rien vu. Elle n'y est pour rien. Elle ne savait rien. Elle est relâchée. Le procès de Jean, de Louis et d'Éric débute le jeudi 19 janvier 1956 à l'hôtel de ville de Montaix, devant le tribunal d'arrondissement. Le président de la cour veut filtrer les entrées tant il y a de monde. Un nombreux public fait le pied de grue devant le bâtiment quand arrive le fourgon cellulaire.
Les deux frères, qui sont jumeaux, mais qui ne se ressemblent pas vraiment, même s'il y a bien un air de famille, sortent du véhicule et s'engouffrent à l'intérieur, sous bonne escorte. Quand les frères entrent successivement dans la salle d'audience, les flashs des photographes crépitent autour de Jean, mince, sec et nerveux, et de Louis, massif, mal dégrossi et serein. Louis qui, sûr de lui, serre ses mains au-dessus de sa tête, tel un boxeur avant le combat. Il fait même de grands signes à sa femme, qui se trouve dans l'assistance. Cette femme qu'il a essayé de tuer à Puy pendant une balade à vélo. Les deux hommes sont habitués à la justice, et ça se voit. Ils sont décrits dans le journal Le Confédéré du 20 janvier 1956 comme deux voyous à la face glabre, au regard froid et cynique, qui défient les juges de leur attitude effrontée. Pour le journaliste envoyé au procès, peu importe qui a poussé Paulette, les deux hommes sont coupables, autant l'un que l'autre. Jean est interrogé. Question. Louis a-t-il poussé Paulette et celle-ci est-elle tombée sur le pâturage à plat ventre, sa vie n'étant à ce moment-là pas en danger? Réponse. Oui, mais je n'ai pas tué Paulette. Jean brandit une Bible couverte en maroquin rouge. Je jure sur ce livre, sur mes plus chères affections, sur la tête de tous les miens, que je n'ai pas tué Paulette. Vous pouvez me condamner à 30 ans, me tuer même, cela ne changera rien. Mais l'accusé est confus. À nouveau, Jean dit tout et son contraire. Il revient sur ses aveux, puis concède à nouveau ses torts. À un moment, il se lève et déclare « J'ai dit que tout était faux, ce n'est pas exact, et je dois rendre hommage au juge instructeur qui a fait tout son possible pour découvrir la vérité. Il se peut que je me sois trompé, j'avais la tête pleine de nos sales idées. » Un expert psychiatre conclut à la totale responsabilité des jumeaux. Selon lui, les deux frères sont un danger pour la société. Pour le ministère public, il y avait préméditation, cela ne fait aucun doute. Même le jeune Éric était au courant. Les deux frères ne cherchaient que la bonne occasion de commettre leur forfait. C'était un assassinat. Le procureur réclame la prison à vie pour Jean et 20 ans pour Louis. Quant aux avocats des accusés, ils plaident tant bien que mal. Ils évoquent la jeunesse difficile des prévenus et implorent la clémence de la cour. Leur tâche est ardue, lit-on dans le journal. À la fin, le président donne la parole aux accusés. Éric promet de mieux se conduire à l'avenir. Louis explique que s'il est là aujourd'hui, c'est uniquement à cause de la passion du jeu de son frère Jean. C'est lui qui bouffait tout l'argent, dit-il à la cour. Jean, lui, exprime pour la première fois du repentir. Il s'excuse auprès des parents de Paulette qui sont là, dans la salle. « Heureusement que j'ai été arrêté, dit-il. Sinon, je ne sais pas jusqu'où m'auraient mené mes mauvais instincts. » Après délibération, le tribunal d'arrondissement de Monterre rend son verdict. Jean est reconnu coupable d'assassinat, de vol, d'escroquerie, de débauche contre nature et d'incendie intentionnel, celui de sa blanchisserie de Bienne. Il est condamné à la réclusion à vie. Louis est reconnu coupable d'assassinat et de vol, le cambriolage à Lausanne. Il est condamné à la réclusion à vie. Éric, pas encore majeur au moment des faits, est reconnu coupable de complicité d'assassinat. Il est condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans. Les 3 hommes devront verser respectivement 1500, 1000 et 500 francs aux parents de Paulette au titre de réparation morale. Jean et Louis sont emprisonnés au pénitencier cantonal de Sion.
Loin de faire profil bas, ils refont parler d'eux un peu plus d'une année après leur jugement, avec une évasion, fin mars 1957. C'est Louis qui a pris la poudre d'escampette. Il aurait demandé à un gardien de pouvoir aller aux toilettes avant de s'enfuir par une porte extérieure non verrouillée. Un comble pour une prison. Partout en Valais, on traque le fugitif. La police dresse des barrages sur les routes du canton pour retrouver l'assassin. En vain. Mais les forces de l'ordre auraient pu chercher encore longtemps, parce qu'en réalité, Louis n'est jamais sorti du pénitencier. Les gardiens le retrouvent dans une cachette invraisemblable, un trou creusé sous le fourneau de la cuisine de la prison. Son frère, Jean, qui cuisine pour les détenus, l'a bien sûr aidé, puis nourri pendant 2 semaines entières. Une fois Louis sorti de son trou, les autorités découvrent qu'il avait commencé de creuser un tunnel, un boyau souterrain de plusieurs mètres qui, une fois terminé, devait emmener les 2 jumeaux en dehors de l'enceinte pénitentiaire, comme dans les films. Fabio Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef formation police judiciaire à FEDPOL, la police fédérale. Vous avez été commissaire à la police cantonale neuchâteloise. Vous êtes co-auteur du livre intitulé « Les secrets des interrogatoires et auditions de police ». Il est paru aux éditions EPFL Presse. Il a même été réédité, notamment en 2021. Fabio Benoît, quel est votre regard de 2024 sur cette affaire du crime de Thanay? On est 70 ans après les faits. Oui, 70 ans, c'est très intéressant. Pour moi, c'est véritablement un cas d'école, car j'imagine qu'à cette époque, il n'y avait pas tellement d'éléments techniques qui permettaient d'avancer dans les enquêtes. Ce qui faisait surtout foi, c'était les témoignages et les interrogatoires. Et là, on voit vraiment, c'est l'interrogatoire qui a été très important. Oui, parce qu'au début, les enquêteurs n'ont que des soupçons, aucune preuve solide. Ça arrive souvent, un tel cas de figure où il faut, passez-moi l'expression, cuisiner les quelques suspects qu'on a à disposition. Disons que tout est basé sur le renseignement. Dans ce cas-là, il y avait quand même pas mal d'informations. D'abord, on voit que les lieux n'étaient pas très propices pour un tel accident. Mais surtout, que les rhododendrons n'étaient pas censés être en fleurs, alors que l'auteur prétendait que la victime était allée en cueillir. On voit qu'il y avait des égratignures aussi sur le visage de Louis, ce qui était assez particulier. On apprend aussi que les frères avaient des antécédents. On voyait que Jean et Louis étaient quand même des gens qui étaient des multirécidivistes. Ils avaient commis pas mal d'infractions. Ils avaient fait des assurances-vie sur leurs épouses. Bref, tous les facteurs étaient réunis parce qu'il y avait le mobile, il y avait l'intention et l'occasion. Donc, c'était quand même pas rien du tout. C'était des renseignements qui permettaient justement d'axer sur l'interrogatoire. Quelles sont les techniques d'interrogatoire que les inspecteurs comme vous, comme d'autres, ont à disposition ? Je crois que ce qui est important surtout, c'est de se dire quel est le but de l'interrogatoire. Et si le but, c'est l'aveu, alors on a tout faux. On a tout faux parce qu'on risque de créer des faux aveux. Puis le but d'un interrogatoire, c'est d'abord d'obtenir une version la plus proche des faits ou alors de démontrer le mensonge. Il y a plusieurs techniques. D'abord, il faut savoir créer un lien avec la personne qui va être entendue. En créant un lien, on apprend sur ces gens-là, on comprend comment ces gens vont raisonner, comment ils vont se comporter, et puis on se renseigne sur leurs antécédents. Tout ça nous amène à comprendre si on a affaire à quelqu'un qui a des remords, qui est émotif, ou si on a affaire à quelqu'un qui n'a pas de remords et qui n'est pas émotif. Et là, ce sont des techniques différentes. Par exemple, on va se dire avec une personne qui est émotive, on va l'encourager à dire la vérité, lui montrer les changements dans son comportement, relativiser le regard des autres. Mais avec une personne qui n'est pas émotive, comme c'était le cas de ces 2 frères, alors il faut utiliser d'autres techniques. Il faut faire germer la graine du doute, il faut utiliser la vanité des gens, il faut essayer de démontrer le mensonge et puis surtout, il faut créer des surcharges cognitives. C'est quoi une surcharge cognitive, Fabio Benoît ? Disons, il faut savoir que mentir, ça demande plus d'efforts que de dire la vérité. Donc il faut absolument essayer de rendre le mensonge plus difficile. En ajoutant une charge cognitive, on ajoute une difficulté pour bien mentir. Donc on peut toujours essayer de rendre l'audition plus difficile. Parce que le menteur, surtout s'ils sont plusieurs, les menteurs, ils ont convenu d'une version. Ils vont la réciter, mais ils n'auront pas pu penser à tout. Donc il faut essayer de les perturber
Par exemple, on peut essayer de se dire, résumez-nous les événements dans un ordre chronologique inverse. On va poser des questions inattendues, on va demander d'illustrer par un dessin, on va les encourager à dire la vérité, on va les inciter à avoir un regard visuel, et puis on va utiliser tous nos éléments qu'on a pu récolter de manière stratégique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on va se dire que les suspects, ils vont fournir des réponses au départ, mais à un moment, quand on va leur présenter la preuve, on va la présenter de manière indirecte. Ça va être un élément très important qui leur permettra de fournir des réponses toujours plus détaillées. Et puis, ces éléments-là, ils vont se rendre compte qu'ils ne sont pas corrects par rapport à ce qu'on leur présente. Par exemple, vous avez commis un crime, je vais vous donner un élément, l'auteur va changer sa version, il se rend compte lui-même que sa version ne tient pas le coup. Et petit à petit, comme ça, l'enquêteur, il construit son récit, il lui donne des éléments et il peut démontrer que l'individu lui ment. Mais ça veut dire qu'on peut tout à coup poser une question sur quel temps faisait-il ce jour-là ? Ou qu'est-ce que vous portiez comme habit ? On va poser des questions sur des éléments qui ne figurent pas dans le récit originel, j'ai bien compris, c'est ça ? Bien sûr, ou bien poser des questions identiques, mais d'une autre manière. Mais c'est vrai qu'ils ne vont pas penser à tout. Moi, je me souviens d'une victime qui m'avait parlé de quelque chose de très intéressant. Elle m'avait parlé de l'odeur de l'auteur. Il avait une très forte odeur de cigarette, très particulière. Les auteurs, ils ne pensent pas à ça. Ils ne pensent pas à l'environnement. Ils ne pensent pas aux odeurs. Ils ne pensent pas à cette image, à la météo, etc. Fabio Benoît, vous êtes en train de donner là plein de trucs des enquêteurs. Vous n'avez pas peur que ça soit utile si quelqu'un se dit voilà, je peux commettre un crime, maintenant je sais qu'il faut que je dise un truc sur l'odeur ou il faut que j'ai une version sur le temps qu'il faisait. Pourquoi est-ce que vous dévoilez aussi facilement vos trucs et astuces d'interrogateur ? D'abord, je dévoile pas tout, je dévoile quelques petites choses et en plus, vous savez, si vous lisez un livre sur l'architecture, vous serez jamais architecte. Le policier, il a à son actif des milliers d'interrogatoires. L'auteur, peut-être le multirécidiviste, il va en avoir 10, 20 ou 30. Il ne sera pas armé de la même manière. Et il va bien se rendre compte, à un moment ou à un autre, par rapport au raisonnement de l'enquêteur, que son explication ne tient pas. Et puis, il faut de la transparence. Moi, je veux être transparent dans un interrogatoire. Je veux, à un moment ou à un autre, lui dire ce que je sais et puis lui démontrer qu'il ment. Donc non, je ne crois pas qu'on dévoile vraiment des choses secrètes. D'ailleurs, il n'y a rien de secret. Et il y a des méthodes qu'on ne peut pas utiliser dans un interrogatoire. Justement, c'est écrit à l'article 140 du Code de procédure pénale. Pas de moyens de contrainte, pas de recours à la force, pas de menaces, pas de promesses, de tromperies. Ça veut dire que les policiers ou les juges d'instruction ne peuvent jamais bluffer pour faire avouer les suspects ? Non, alors il y a des méthodes interdites, on ne peut pas user de violence, on ne peut pas menacer, on ne peut pas tromper en mentant, on n'a pas le droit de se lancer dans des promesses qu'on ne peut pas tenir, on ne peut pas faire boire de l'alcool ou des stupéfiants, on ne peut pas utiliser un détecteur de mensonges, mais on peut tout de même utiliser la ruse. Alors la ruse, c'est quoi ? C'est de ne pas tout dévoiler tout de suite, c'est d'inciter la personne à croire quelque chose. Par exemple, si on détermine par les traces que les auteurs étaient plusieurs, parce qu'il y a plusieurs traces de semelles ou d'ADN, on va le lui faire comprendre, mais l'individu va peut-être croire que son complice est arrêté, qu'il est peut-être là parce que son complice a parlé. C'est ça l'astuce, la ruse. Évidemment que quand on est interrogé par la police, on est sous pression. Fabio Benoît, est-ce qu'il y a différents types de pression qui existent ? La recherche démontre 3 types de pression. Il y a une pression interne. Imaginez si vous êtes quelqu'un d'émotif, vous allez ressentir de la culpabilité, avoir des remords, ressentir des émotions et vous aurez peut-être besoin d'en parler. Il y a la pression externe et là c'est différent, c'est une peur des complices, peur des autres. On a peur que les autres aient pu nous charger, il y a peut-être de l'espoir, il y a une implication des tiers, une volonté de négocier, une influence des enquêteurs, ça c'est la pression externe. Et puis la dernière pression qui est souvent la plus forte, c'est la pression de la preuve, parce que face à de l'ADN, à des empreintes digitales, à des témoignages irréfutables, de la vidéo, des traces physiques ou numériques, il est difficile de contester les faits. Et il est très difficile d'obtenir des aveux chez des suspects qui ont une très forte tolérance à l'angoisse et qui sont insensibles à la culpabilité. C'est très certainement ce qui est arrivé dans le crime de Thaney. Donc j'imagine que c'était surtout avec cette pression externe, ce pouvoir, cette capacité qu'ont eu les enquêteurs de pouvoir faire comprendre les enjeux aux personnes entendues que c'était dans leur intérêt de parler. Des aveux, ça suffit aujourd'hui pour condamner quelqu'un, ou est-ce qu'il faut quand même d'autres preuves, ou est-ce qu'il faut quand même aujourd'hui d'autres éléments pour qu'un dossier de culpabilité tienne le coup et convainque un tribunal ?
Alors il est clair que l'aveu suffit jamais parce que l'aveu, c'est pas forcément la vérité. Vous pouvez faire de faux aveux, ça c'est déjà remarqué pour plusieurs raisons d'ailleurs. C'est très très dangereux les faux aveux. Vous avez des faux aveux qui sont liés à des facteurs personnels, ça peut être lié à l'immaturité, à l'âge, au manque de conscience des enjeux, ou bien lié à la situation elle-même. Par exemple, s'il y a des fausses preuves, du bluff, de la pression, des mauvaises techniques d'interrogatoire. Puis après, on peut faire des faux aveux pour plusieurs raisons. Ça peut être volontaire, parce qu'il y a des raisons pathologiques, parce qu'on veut protéger quelqu'un. Ça peut être des faux aveux par soumission, parce qu'on a été menacé, parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un. Ou bien des faux aveux internalisés, parce que les gens sont influençables, ils sont vulnérables, et ils ne se rendent pas du tout compte des enjeux. Fabio Benoît, vous êtes aussi auteur de polars comme Mauvaise personne, Mauvaise conscience, L'ivresse des flammes. Les 3 sont parus chez Favre d'ailleurs, ils sont toujours disponibles. Alors dites-moi Fabio Benoît, quel rôle la fiction joue-t-elle dans les vraies enquêtes de police ? La fiction, elle ouvre complètement des perspectives parce qu'un policier, un enquêteur, il a besoin de créativité. Et évidemment, quand un policier regarde certaines séries télé, il peut s'énerver parce qu'il voit des choses qui sont totalement inimaginables. Mais on peut aussi se dire qu'à l'époque de ce crime de Tannay, on ne pouvait pas savoir ce que ce serait que l'ADN, on ne pouvait pas savoir ce qu'étaient des traces numériques. Et pourtant, 70 ans plus tard, c'est une réalité. Alors aujourd'hui, quelque chose qui nous semble complètement fou dans la fiction sera peut-être une réalité demain ou après-demain. On imagine avec tous les objets connectés ce qui peut arriver et toutes les immenses sources d'investigation dont on va pouvoir bénéficier. Quand vous regardez dans votre boule de cristal, Fabio Benoît, quel est le moyen que vous voyez exploser ces prochaines années, ces prochaines décennies ? Alors, je ne sais pas si ce moyen va exploser, mais je me suis toujours dit qu'on devait pouvoir essayer de capter les odeurs pour identifier une personne. Et ça pourrait changer beaucoup de choses, vous en êtes persuadé ? Imaginez si tout à coup dans une pièce on retrouve un cadavre et puis on peut capter les odeurs qui ont transité par cette pièce. Ce serait génial. Des odeurs qui pourraient, comme l'ADN, nous amener tout à coup sur une piste. Ouais, c'est un peu un rêve comme ça, mais est-ce que c'est faisable ? On verra bien. Le 15 juin 1957, Jean et Louis comparaissent devant le tribunal cantonal valaisan. Ils ont fait appel de leur condamnation. Devant la cour, ils exhibent une maquette en papier censée reproduire le pâturage de l'Alamont et ils racontent une nouvelle version du drame. Une histoire fantaisiste de bouteilles, de pullovers et de revolvers. Jean aurait arraché une arme des mains de Paulette, alors que celle-ci s'apprêtait à tuer Louis et Luciette. Elle aurait alors reculé, apeurée, mais un pas de trop, avant de tomber dans le vide. Mais que vaut tout à coup cette version inédite face aux précédents aveux répétés du jugement ? Rien. Le recours des jumeaux est rejeté.